Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Entrepreneur, Entrepreneur qui vous fait découvrir tous les rouages de l'emploi, de la formation professionnelle et l'insertion. Donc Entrepreneur qui donne aussi la parole à ceux qui ont percé pour booster ceux qui se cherchent encore. Ce matin, nous allons parler de la réalité des entrepreneurs togolais. Vous savez que dans tout ce qui est entreprendre, c'est vraiment pas évident, donc il faut savoir par où commencer. Beaucoup d'entrepreneurs pensent qu'il suffit juste d'avoir une bonne idée pour être riche et être un bon entrepreneur, mais la réalité que le succès entrepreneurial exige est bien plus que cela. Il faut des compétences en gestion, une bonne connaissance approfondie du marché, de la résilience et souvent une bonne dose de chance. Donc, quels sont ces rouages de l'entrepreneuriat? Monsieur Achille Noussia, qui est promoteur de Civic Bag, est avec nous ce matin pour nous en parler, pour qu'on puisse décortiquer un peu tout ça en long et en large, et puis pour vous donner aussi des astuces pour savoir par où commencer pour pouvoir aussi mettre en place son entreprise. Bonjour Monsieur Noussia, comment ça va? Bonjour Madame Essie, je vais super bien. Très très bien. Oui, on est toujours là pour informer un maximum. C'est un plaisir de répondre à votre invitation pour partager avec les téléspectateurs quelques astuces sur la réalité entrepreneuriale au Togo, pourquoi pas en Afrique. Exactement. Après, est-ce que dans tous les pays c'est la même chose, mais en tout cas chez nous, on va un peu en parler, et puis c'est vrai qu'il y a énormément de jeunes qui se lèvent aujourd'hui et qui se disent allez, demain je vais être entrepreneur, allez hop, est-ce que tout ça suffit? Oui et non. C'est vrai que l'envie peut naître de partout, à tout moment. On peut vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat. Et ça se lit aujourd'hui, ça s'écoute partout. Les gens disent moi je n'ai plus envie d'être salarié, je veux être mon propre patron, je veux être le DG de X société. C'est louable. Mais se lancer dans l'entrepreneuriat sans un projet solide, sans préparation, sans une vision claire, ça devient, ce n'est plus de l'entrepreneuriat, ça devient une aventure hasardeuse. Et ce n'est pas intéressant. Et la désillusion est très vite arrivée. Donc, il y a de quoi à réfléchir à un projet. Entreprendre, c'est apporter une solution, un problème qu'on a identifié. Donc il y a de quoi réfléchir, à se préparer psychologiquement avant de se jeter à l'eau, avant de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Mais est-ce que par exemple, déjà l'idée naît, mais qu'est-ce qu'il faut faire avant de passer à l'acte? Est-ce que il faut, comment se préparer avant de passer à l'exécution? Et généralement, l'idée entrepreneuriale naît d'une frustration, d'une observation, le fait d'avoir détecté qu'il y a un besoin qui n'est pas comblé. Il faut s'assurer aussi qu'il y a un marché. Et non seulement qu'il y a un besoin, il y a un problème à résoudre. Est-ce qu'il y a véritablement un marché pour ce besoin-là? Il faut faire ce préalable-là. Il faut valider votre idée d'entreprise. Si c'est un produit ou un service, il faut le prototyper d'une manière ou d'une autre. Il faut le prototyper, il faut le porter à la connaissance de tes potentiels clients ou de tes futurs partenaires, pour s'assurer que la solution que je veux apporter, la solution autour duquel je veux entreprendre, cette solution intéresse véritablement des gens et que ça peut en retour être vendu et que ça va générer des revenus, pourquoi pas de la richesse. Ceci étant, maintenant on va pas encourager d'être dans l'informel. Il faut formaliser cette entreprise-là. Et aujourd'hui, nous avons des services dédiés à la formalisation des entreprises. Donc, l'avenant ou l'entrepreneur, le futur entrepreneur doit aller vers ces services-là pour avoir des renseignements, et faire des démarches administratives pour pouvoir enregistrer cette entreprise. Voilà ce qu'il faut faire avant de passer. Est-ce que déjà, quand vous avez dit qu'il faut voir ce qui se passe déjà autour de nous pour savoir si le besoin est réellement là, c'est ça qu'on appelle l'étude du marché, c'est ça?
Oui, ça fait partie de l'étude du marché, ça fait partie de ce qu'on peut appeler du benchmarking. Oui. Voilà, ça fait partie effectivement de l'étude de marché. Il faut que les gens comprennent que oui, bon, l'idée est là, mais après, qu'est-ce qu'il faut faire exactement après ça pour pouvoir aussi aller vers le service d'inscription. Tout à fait. Il faut faire ce que j'appelle une recherche documentaire. Oui. Et si possible, il faut coucher sur papier votre idée d'entreprise. On peut l'appeler business plan, plan d'affaires, tout ce qu'on veut. Mais au début, ce que moi je conseille généralement, ce n'est pas un plan d'affaires détaillé, un plan d'affaires bancable comme on dit, mais c'est juste les grandes lignes de votre idée, l'objectif, le nom de votre solution, pourquoi cette solution, à qui cette solution est adressée, et potentiellement combien vous allez le vendre, quelles sont les prévisions que vous avez faites pour pouvoir produire. S'il s'agit d'une production ou de mettre en place ce service-là, vous aurez besoin de combien. Il faut quand même avoir, même si c'est sur un papier A4, tout ça, ou une feuille volante, faites-le quand même. Ça vous donne une orientation, ça vous guide, ça vous sert de parchemin pour pouvoir aller vers la réalisation de votre projet d'entreprise. Il faut le faire sur quoi? Sur une année? Pour y avoir une idée si c'est... Bon, je ne saurais donner une période, puisque pour moi, ça c'est sous forme de brouillon. Oui, c'est-à-dire que quand on sait qu'on fait son plan d'affaires et que voilà, c'est ma production, c'est ça, je vais le vendre. C'est-à-dire il faut le faire sur une année ou un mois à peu près pour savoir si ça va être... pour savoir si on aura du bénéfice ou pas, enfin tout ça, c'est comment bon, ça se passe. Si on va parler si vous permettez, si on va parler de plan d'affaires structuré, et le minimum qu'on demande c'est 3 ans, c'est de faire une prévision sur 3 ans. Sur 3 ans. Et il y a d'autres structures qui demandent sur 5 ans, sur 10 ans. Ça dépend du secteur d'activité, ça dépend aussi du niveau que l'entreprise va avoir. Donc s'il s'agit d'un business plan structuré, oui, il faut une périodicité. Mais ce que je dis là, ce que j'avais dit préalablement, c'est juste de l'ébauche par rapport à votre idée pour vous orienter dans un premier temps. Cela ne veut pas dire que c'est ce document-là que vous allez utiliser pour aller lever des fonds et tout ça, parce que ça ne fait pas le poids. Mais pour quelqu'un qui veut se lancer, au lieu d'aller les mains vides, les bras ballants pour dire j'ai tout dans ma tête, non. Il faut quand même coucher sur papier un certain nombre d'éléments qui vont vous orienter, qui vont vous aider à pouvoir évoluer. C'est juste quelques jalons que vous mettez sur papier. Voilà, je vais faire ci, après ça, je vais faire ceci, et ainsi de suite. Voilà, ça vous oriente mieux que d'évoluer sans note. C'est clair. Et après, quelle est la procédure pour pouvoir aller s'inscrire au centre de formalité? Aujourd'hui, la procédure est très simplifiée et déjà en 24 heures, vous pouvez avoir votre entreprise sur papier. En 24 heures? Oui, en 24 heures, à un coût plus ou moins dérisoire, en tout cas pour les nationaux et pour les étrangers aussi. Et donc, vous réunissez les documents que le CFE demande et vous rendez là-bas, vous donnez le nom de la future entreprise. Ils vont vous demander les domaines d'activité et puis la forme juridique que vous voulez donner à cette entreprise-là. Généralement, ils demandent, mais parfois, vu l'affluence qu'ils ont là-bas, ça peut les échapper. Mais dans un premier temps, ils vous donnent quand même un formulaire que vous devez remplir. Et sur ce formulaire-là, vous avez la latitude de choisir telle ou telle forme juridique que vous voulez, ce qui suppose que avant d'aller là-bas, il faut bien évidemment se renseigner sur les formes juridiques et en fonction de votre domaine d'activité. Et donc, eux, ils vont enregistrer tout cela, ils vont regarder dans leur base si le nom que vous avez choisi, le nom n'est pas encore choisi par une autre personne ou une autre entreprise. Et si c'est le cas, ils vous conseilleront de modifier, de changer, ainsi de suite. Et donc, quand vous allez faire ces formalités à leur niveau, et rappelons que c'est un guichet unique. Il y a tout un ensemble qui est là-bas. Il y a aujourd'hui
l'Office togolais des recettes, l'OTR qui a son démembrement là-bas, la CNSS a son démembrement là-bas. Ah, il y a tout. Oui, tout est là. Donc, au niveau du même guichet, vous avez toutes ces informations et que ces informations vont apparaître directement sur votre carte de créateur d'entreprise. Donc, en 24 heures, quand vous remplissez ces conditions, vous avez votre entreprise qui est officiellement créée. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le processus s'arrête là? Déjà, on va un peu aller sur quelles sont les différentes formes juridiques qui existent. Il y en a plusieurs. On a au moins une dizaine aujourd'hui au Togo. Nous avons le régime, le plus simplifié, qui est établissement, et qui est lié. La régie, s'il vous plaît, on a une image, voilà, c'est ça. Une entreprise individuelle qui est beaucoup plus liée à la personne ou à l'entrepreneur. Nous avons les SAL, les sociétés à responsabilité limitée. Aujourd'hui, nous avons une forme simplifiée qui est SAL U, société à responsabilité limitée unipersonnelle. Ça n'a rien à voir avec l'entreprise individuelle. C'est aussi une entreprise individuelle, mais au niveau vis-à-vis de la loi, les responsabilités sont limitées. Le patrimoine de l'entrepreneur est distinct du patrimoine de l'entreprise, ce qui n'est pas le cas avec les entreprises individuelles qui sont des établissements. Ok. Voilà. Nous avons les sociétés à action simplifiée. Les SAS, les SAS. Et il y a aussi la version unipersonnelle des SAS. Nous avons les SA, qui sont les sociétés anonymes, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs. Et chez nous ici, parce que bon, c'est vrai que sur l'image, on voit d'autres. Oui. On n'a pas tout ça chez nous ici au Togo, non? Il y en a la plupart. Plus de la moitié figurent. Nous avons les GIE, et voilà, plus de la moitié y figurent. Voilà. Mais ce qui c'est peut-être c'est pratiquement la dénomination qui diffère, ou l'interprétation qui diffère un tout petit peu, mais on a quand même pas mal de ces éléments ici au Togo. Mais ce qui est le plus fréquent, c'est quoi? Le plus fréquent, c'est les entreprises individuelles, les établissements, c'est les salles U. Et maintenant, il faut dire que les gens vont aussi vers les SAS. Les SAS U, les SA c'est rare parce que c'est beaucoup d'implications, c'est beaucoup d'implications avec les SA. Donc fréquemment les Togolais optent souvent pour les établissements vu les conditions beaucoup plus allégées par rapport à la gestion et puis le régime fiscal qui va avec. Les salles U, on en trouve beaucoup. Les salles aussi, il y en a plein. Donc les régimes fiscaux, ça va avec chaque forme? Oui, le régime fiscal va avec chaque forme. Si vous êtes un établissement et que vous exercez une activité de commerce ordinaire, vous payez que la TPU, la taxe professionnelle unique. Généralement, quand vous êtes une société en salle ou salle U, vous allez avoir une imposition normale, un réel simplifié ou un réel normal. C'est ce qu'on appelle généralement réel sans TVA ou réel avec TVA. La gestion n'est pas la même, ou l'imposition n'est pas la même que l'entreprise qui est au TPU. Ça diffère aussi de l'entreprise qui est SA, dont les obligations sont beaucoup plus énormes, et puis voilà, la gestion doit être beaucoup plus structurée que les autres que j'ai citées précédemment. Après, pour un jeune entrepreneur, l'idéal vraiment c'est de commencer tranquille avec une société individuelle ou SARLU, c'est ça? Ça dépend de l'ambition du jeune aussi, ça dépend du secteur d'activité ou du domaine dans lequel il va évoluer. Au-delà de tout ce qu'on a cité, il faut noter également qu'il y a des secteurs réglementés. Si vous voulez évoluer dans un secteur réglementé, on appelle par secteur réglementé la santé par exemple, l'éducation ou la formation par exemple, et la pharmacie, un certain nombre d'activités de production, ils sont réglementés aussi.
l'hôtellerie, c'est des domaines qui sont réglementés. Donc, il faut faire des démarches complémentaires. Oui. Il ne suffit pas d'aller au CFE, créer la structure et puis revenir à la maison et puis c'est bon. Donc, il faut faire des démarches complémentaires en fonction de ces domaines. Et généralement, les régimes fiscaux vont avec ces domaines-là. Il y a certains domaines, vous ne pouvez pas être au réel sans TVA. Sans TVA. Si vous faites de l'import-export, par exemple, souvent les gens mettent ça, ils vont dire import, établissement, ceci, import-export. Et vous allez voir que au niveau du régime fiscal, on met là-bas réel avec TVA. Ça, c'est la loi qui le dit. Et le réel avec TVA, c'est-à-dire qu'on paye la TVA chaque mois. Oui, vous devez déclarer la TVA chaque mois. La TVA chaque mois. La TVA chaque mois, okay. C'est ça. Et vous devez tenir une comptabilité structurée. Oui. Nous sommes dans un régime qu'on appelle déclarative auto-liquidée. Donc vous devez déclarer, c'est-à-dire vous devez aller à l'OTR ou les services appropriés. Oui. Si vous êtes au réel avec TVA, vous devez aller verser la TVA si vous avez collecté. Même si vous n'avez pas collecté, il faut aller quand même pour déclarer que je n'ai rien collecté ce mois-ci. Et ça doit être fait au plus tard le 15 du mois suivant. Ok. La déclaration. La déclaration. Voilà. Et donc vous devez à l'interne, vous devez avoir une comptabilité claire qui retrace vos activités au jour le jour. Donc ce qui veut dire que quand on paye une personne, l'autre personne aussi doit être en réel TVA? Pas forcément. Pas forcément. Pas forcément. Tous vos clients ne sont pas obligés d'être au réel avec TVA. Vous pouvez avoir besoin des prestataires qui n'a rien à voir avec réel TVA ou qui est même dans l'informel. Il n'est même pas vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de l'administration, il n'est même pas reconnu. Mais vous êtes obligé de traiter avec celui-là. Alors, tout ce que la loi dit, c'est vous, si vous êtes au réel avec TVA, vous devez collecter la TVA. Vous devez facturer la TVA et venir le reverser oui, c'est ce que je dis. Est-ce que si nous, on facture la TVA à une personne qui ne paye pas la TVA? Est-ce qu'il y a une dérogation? Si il y a des structures qui ont la dérogation. Je prends le cas, par exemple, des ambassades. Où vous ne pouvez pas leur facturer la TVA. Ça, c'est les différent. Associations aussi, je crois, non? Certaines associations, ça dépend. Si l'association ou la structure a une dérogation, là, vous ne pouvez pas le faire. Facturer, vous ne pouvez pas le facturer. Donc, vos prix doivent être hors taxe. Mais si la personne n'est pas sous un régime dérogatoire, vous devez naturellement lui facturer la TVA. Oui, c'est logique. Du moment où vous êtes au réel avec TVA, vous lui facturez la TVA. Peut-être lui expliquer que c'est comme ça fonctionne chez vous. Si vous ne le faites pas, vous êtes obligé de payer la TVA à sa place. D'accord. Ok. Et quand vous n'allez pas déclarer aussi, il peut arriver que vous n'avez pas vendu ou que vous n'avez pas collecté de TVA. Il faut aller déclarer. Parce que si vous ne le faites pas, l'OTR lui va considérer que vous l'avez fait, mais vous l'avez gardé indûment. Donc, ils vont vous pénaliser pour cela. Et la pénalité, elle est très très lourde. Donc il faut obligatoirement, oublier surtout. Il faut obligatoirement aller déclarer les TVA et les reverser si on en a collecté. D'accord. Écoutez, monsieur Nussi, on va marquer juste un temps de pause pour le journal et on revient juste après. Restez avec nous.